Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sophie Peters. Et le 39-21 pour nous joindre dans cette émission, si le cœur vous en dit et si cette amorce de printemps vous donne de l'élan, pourquoi pas, Florian et Hassan sont là pour recevoir vos appels à ce numéro, le 39-21. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7-39-21 précédé du mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un mail à l'adresse libreantenne@europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters 39-21. Nous sommes à votre écoute pour célébrer vos printemps. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1. On vous retrouve, Dominique. Et la question que vous posiez, c'est est-ce que c'est possible qu'il la trouve son autonomie? Mais aujourd'hui, il l'a d'une certaine manière. Vous le financez ou vous faites quoi pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas autonome? Il a son autonomie puisque à la suite du décès, voilà, il a une autonomie matérielle. Oui. Donc il n'a pas d'autonomie dans la société. Vous voulez dire qu'il a touché de l'argent à la mort de son père, donc il vit dessus. Bon, ça, c'est pas éternel en même temps, hein. Donc, oui. Ah, c'est ce que vous vous dites. Donc c'est là votre inquiétude. Vous dites quand il aura dépensé tout cet argent de côté, il sera face à ce qu'il n'a pas voulu construire. Et ça, ce sera sa vie. Et là s'arrête ce que vous pouvez pour lui. J'imagine que vous lui avez dit, j'imagine qu'il le sait, mais qu'il ne veut pas l'entendre. Non, je n'ai pas formulé. Comme ça. J'arrive pas à le formuler. Ça serait important, c'est ça qui vous libérerait. Quand je commence à vouloir en parler, il me dit que on ne se voit pas pour se dire des choses comme ça donc du coup c'est compliqué. C'est vrai, mais simplement vous voyez, vous pouvez lui dire non, pas pour parler de choses comme ça, mais on se voit pour parler chacun de nous, et vous allez lui parler de votre inquiétude. Pas de ce qu'il fait lui, de dire moi je suis inquiète. Voilà, en tant que mère, je suis inquiète parce que je sais que tu vis sur l'argent de ton papa, argent qui n'est sans doute pas éternel, et qu'un jour moi non plus, je suis pas éternelle. Donc qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ça m'inquiète. Voilà, donc je te fais part de mon inquiétude. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. T'es grand, t'as effectivement ton âge, t'as 44 ans, mais moi j'ai besoin de te parler de mon inquiétude. Parce que j'y pense la nuit, j'y pense le jour, parce que c'est un souci pour moi d'avoir un fils où je me dis qu'un jour tu vas peut-être être en difficulté et je n'ai pas envie de te savoir en difficulté. Et donc comme tu n'es pas en train de créer les conditions de ta sécurité, c'est ça aussi un travail, hein, et l'autonomie financière, comme tu ne crées pas ta sécurité, ça veut dire que tu as compté sur ton père et implicitement, de façon subliminale, il compte aussi sur vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne se dit pas. Donc, il faut lui dire, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est que je ressens que tu as été dans une forme de sécurité par le décès de ton père. Mais moi, en aucun cas, je peux remplir cette sécurité-là. Donc, il faut que les choses soient dites. Et moi, je te parle de mon inquiétude. C'est ce que je n'ai pas dit non plus. Oui. Et ce qui est différent de lui mettre la pression. Hein. Oui, vous lui avez parlé de quoi? Voilà. Je lui ai parlé de sa carte vitale parce que je sais qu'il n'en a pas. Oui, je comprends que vous vous inquiétiez. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi. Oui. C'est toutes ces choses-là qui c'est très réel. sont dures. Oui. C'est pour ça que je parle de réalité parce que c'est quand même... Il faut que vous lui teniez un discours très adulte, parce que c'est un adulte et que vous en êtes une, en lui disant tu es adulte, je suis adulte, je suis ta mère, je sais ce que c'est que de faire face à une réalité sociale. Et aujourd'hui, même si tu as de quoi vivre et te nourrir, tu n'es pas inséré socialement. Et ça, en tant que mère, pour moi, c'est une inquiétude. Parce qu'il m'arrive n'importe quoi, j'ai l'impression d'avoir un oiseau très grand dans la nature qui ne sait pas voler.
et qui sait juste C'est ça. ramper sur place, quoi. Donc, je suis la maman, un jour je ne serai pas éternelle et j'ai un oiseau comme ça, un grand, grand oiseau, mais il a plein de grandes ailes, il sait juste pas voler. C'est quand même un Mm. souci. Donc, vous pouvez lui dire gentiment, c'est pas un sujet désagréable, je te mets pas de pression, je te parle de ce que j'en pense. Et Bah, évidemment, lui, tu es il libre prend d'en faire tout ce que comme tu des veux. pressions. Ah, Il bah, prend parce tout qu'il comme est. des pressions. Bah oui, ça te dit tout, Dominique, ça te dit qu'il est pas à l'aise. Oui, il veut pas Mm. regarder la réalité Il en n'est pas à face. l'aise. Non. Bah non, il se Et c'est cache. ça qui me... Il se cache, oui. Oui. Mais peut-être parlez-lui de vous. Et puis la deuxième façon que vous pouvez avoir d'aborder ce sujet, c'est de parler d'un aspect un peu plus philosophique, du sens de la vie, de l'œuvre, pas du travail, mais qu'est-ce qui fait qu'on agit dans la vie? C'est qu'on œuvre à quelque chose, souvent de Ah plus oui, grand que d'accord, soi, oui. qui nous dépasse, y compris dans des, voilà, dans quelquefois des emplois qui peuvent paraître abrutissants, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'individu qui se réalise. Oui. Et ça, vous pouvez absolument lui faire valoir un côté qui n'est pas donneur de leçons, qui est voilà moi la façon dont je vois les choses, et ça peut même être une discussion entre vous. Oui. Et quels sont ses rêves? Parce que Demande un auditeur. Il a des rêves? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça sera intéressant comme échange. De quoi il a rêvé quand il était petit? De quoi il rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Parce que c'est ça aussi, se réaliser dans une vie. Hein, ne J'ai jamais lâcher ses l'impression que rêves. tout est brouillé parce que quand Hmm. il était petit, il aimait bien se déguiser, il aimait bien jouer au cow-boy, il aimait bien dessiner. Et puis même encore maintenant. Hmm. Mais puis il aime toujours les États-Unis, l'Amérique, mais il ne sort pas beaucoup de chez lui. Il est quand même, il vit un peu en ermite. Oui. Oui, donc il se Et désocialise. C'est ça qui est oui, inquiétant. Hmm. c'est ça. Il aime bien lire ou pas? Vous savez? Oui, il aime lire, il aime. Hmm. Je pense qu'il aime beaucoup. Il aime l'art puisque il met des choses sur Facebook. Il a une espèce de comment on Hmm. appelle ça, une page, une radio. Euh, il appelle ça une radio, mais avec des abonnés, Hmm. mais où Une il web met radio. beaucoup de choses D'accord. de l'art, de l'ordre de l'art, D'accord. Donc ça, il pourrait en de faire un vrai l'art, de projet. la Oui. poésie. D'accord. Oui, Il pourrait en faire un vrai projet. Oui, passer à un stade un peu plus. Oui, je vous demandais s'il lisait parce que, enfin, l'histoire de votre fils, ça me fait penser à un roman. D'ailleurs, il était passé à la grande librairie. C'est un premier ouvrage d'un jeune auteur, enfin, il doit avoir 35-40, oui, qui s'appelle Joseph Pontus, Ponthus, qui a écrit À la ligne. C'est à la table ronde et c'est donc son premier roman, et c'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire, hein, qui embauche dans oui, les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Et il oui, parle des gestes du travail, en fait, du travail à la ligne, du bruit de la fatigue, mais aussi avec une poésie. Et il montre à quel point il peut être à la fois habité de la poésie de l'être et faire un travail très difficile et très d'accord. abrutissant. Et c'est Mhm. intéressant sur le plan du rapport au travail, justement. Donc, voilà, c'est ça qui me vient quand je dis de mettre le Oui, débat oui, sur un autre endroit que la pression, en lui oui, disant, oui, bien voilà, sûr. comme un sujet d'intérêt, comme un sujet d'échange, un peu pour, Mm. voilà, comme si vous le coachez un peu, quoi. Mm. Oui, parce qu'à une époque, j'ai quand même eu beaucoup comment je dirais, de conflits avec lui, puisque Oui. j'avais un discours plus de pression, Ah oui. Donc où il y a eu quand infantilisant, même beaucoup. un peu infantilisant, il a 44 Peut-être, ans. oui. Ouais, ouais, oui. Non, mais il y a longtemps de ça. D'accord. Mais là, il y a longtemps, hein. Mm. Mais depuis une dizaine d'années, justement, je n'ose plus Ah dire oui. les choses. D'accord. Ouais. Ben, vous Mm, allez retourner, et c'est peut-être pour ça que ça vous hante et que c'est lourd à mm. porter. Vous avez besoin de dire des choses, mais vous êtes coincé dans comment je l'ai dit et j'ai pas le Oui, droit de les dire. Ouais. Mm. c'est ça. Ouais, donc Oui. vous allez revenir sur le sujet avec lui Mhm. d'une autre façon. De la façon, de s'intéresser à lui et de lui parler de vous. D'accord. D'accord? Oui. Bon. Faut que je trouve les mots. Oui, mais laissez-les venir. J'entends là, mais c'est normal que là, on vient d'échanger
toutes les deux, c'est un peu nouveau pour vous dans l'approche. Donc, vous laissez infuser, voilà, on va laisser infuser comme une tisane, c'est la nuit. Et puis, voilà, demain, il fera jour, vous allez cheminer avec ce qu'on s'est dit, déjà dans l'idée, et puis vous allez, ou vous réécouterez ce qu'on s'est dit, puis vous allez trouver les mots petit à petit. Mais c'est important, parce que ça va vous soulager, parce que vous allez être dans l'action. Ça va être une action forte pour vous, d'être. C'est ça. D'accord. Merci Dominique. Je vous remercie, Sophie. Merci beaucoup. Beau chemin à vous avec votre fils. Merci, bonne nuit. À vous aussi. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Sophie Petters, appelez le 39 21. 50 centimes la minute. Et le 39-21 pour nous joindre. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Donc je reviens vers vous parce que il y a à peu près, c'était un mois que j'ai vu un entretien avec vous. Oui. Au cours duquel vous m'aviez indiqué que les reproches que l'on me formulait, que l'on m'avait formulé et auxquels je ne savais pas répondre parce que quand j'étais môme, il n'était pas du tout question qu'avec ma mère je formule quelque chose, que je risquais trop gros. Je vous avais raconté qu'elle menaçait de se mettre dans le puits si vraiment ça allait mal, quoi. Donc je balisais et bon, ce qu'il y a, c'est que dans ma vie d'homme, et surtout ma vie professionnelle, comme je vous l'avais dit, est une vie plutôt très très bien remplie, très bien compte tenu de ce que j'étais, j'ai vraiment une vie professionnelle très très dense. Épanouissante en tout cas. Oui. Épanouissante, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc quand je regarde dans le rétroviseur, je dis c'est chouette. J'aurais pu faire d'autres choses, mais enfin vraiment c'était vraiment très très bien. Mais alors dans ma vie familiale, mais surtout dans ma relation avec mes femmes, parce que j'étais marié 2 fois. Je ne savais pas gérer les moments où ça allait pas bien, quoi, où on me reprochait quelque chose. C'était profil bas et j'essayais de penser à autre chose, puisque je suis un mec bien, elle c'était une femme bien, et donc ça allait se calmer, quoi. Voilà. Donc jusqu'à cette scène finale, mais cette scène finale qui a conduit à la séparation et au divorce, donc elle a eu il y a 7 ans, c'est 6 ans, 7 ans. Quand on aime, on compte pas. J'ai repensé après à une autre scène, parce qu'aujourd'hui, peut-être le sentez-vous, j'ai plein de dynamisme, je me sens plutôt bien. Je vis seul, quand même un peu trop seul, mais bon, j'ai pas envie de... Mon avenir, c'est pas de trouver une femme avec qui vivre, c'est voilà. J'ai pas envie. J'ai envie d'avoir des relations avec des femmes, mais pas d'en avoir une chez moi. Voilà. Ou réciproquement que moi je fasse chez elle. Oui, qu'est-ce que je voulais dire. Vous disiez que oui, pardon. Oui. Non, mais je me perds un peu dans ces explications. La dernière, une scène qui a été très très importante pour moi et qui conduit, oui c'est ça. Donc j'ai toujours du dynamisme, mais un dynamisme qui est très intellectuel, mais physiquement, alors c'est épouvantable. J'ai une gêne importante à un genou qui a eu une prothèse totale il y a 3 ans. Prothèse qui s'est très bien passée, qui sur le plan géométrique, sur le plan scellement tout ça c'est impeccable. Mon chirurgien me dit très bien monsieur, au revoir, c'est impeccable, mais moi je peux pas marcher. J'ai une gêne, comme un étau qui se met sur mon genou quand je me mets debout. C'est quel genou, le droit, le gauche? Le gauche. D'accord. Il semble que le gauche, m'a-t-on dit, c'était la relation avec la mère. Mais enfin, je ne sais rien. Mais toujours c'est surtout que le genou, c'est le nous.
Le genou. Ah oui, Vous me dites d'accord. que Oui, voilà. oui, le genou, oui. Quand on a des problèmes relationnels, le genou il trinque un peu. Ouais. C'est ça. Bon, et alors pour tout vous dire, j'étais sujet à des crises de rectocolite hémorragique. Oui. Qui étaient déclenchées par des événements graves, séparation, ou même arrêter de fumer, ou déménager. Vous voyez, des stress, quoi. Des stress forts. À chaque forts. fois qu'il y avait une crise, j'avais en relation un événement. Quoi, voilà. C'était... Donc après, je soignais ça, et donc ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu de ces manifestations. Même là, lors de mon dernier divorce qui a eu lieu il y a 6 ans, ou 5 ans, ou 7 ans. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'étais, je vous l'avais, je crois, dit, j'étais ingénieur militaire et aéronautique, et donc dans la formation, j'ai fait une formation j'ai le brevet de pilote de chasse, et donc j'ai eu une activité aérienne très importante aussi. Et après, j'ai aussi eu une activité en aéroclub. C'est-à-dire que je me servais de l'avion, d'un petit monomoteur, 4 places pour aller faire un week-end à Brest, repartir, faire 2-3 week-ends dans l'année, comme ça, avec ma femme, bien sûr. Et il y a une fois où, et ça il y a peut-être une quinzaine d'années par là, où un ami qui est décédé depuis, mais comment dirais-je, qui avait décidé de passer son brevet de pilote d'avion. Et pour le passer, il avait été, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est un ami commun qui me l'a amené en disant tiens, il y a Jean-Yves qui voudrait faire pilote, tu pourrais pas lui dire comment faire parce qu'il est un peu paumé, quoi. Ouais. Et donc je lui indique, et voilà, et au bout d'1 ou 2 ans de formation, il devait passer son brevet. Oui. Et pour passer son brevet, il avait une navigation à faire avec son testeur. Et il me demande gentiment de la faire avec lui, moi en étant commandant de bord, parce qu'il n'avait pas son brevet, donc et de faire comme s'il était avec un moniteur, et d'aller se poser sur un terrain en région parisienne, et puis revenir sur le terrain d'origine, quoi. Ouais. Donc faire j'ai dit avec plaisir, moi c'était. Hein. Et là, ma femme est montée. J'avais ma femme avec moi. J'ai dit, on n'a qu'à monter derrière. J'ai fait avec ma femme beaucoup de voyages aériens. Et là, donc moi, je faisais le moins de choses possible dans l'avion, comme si c'était lui qui était le commandant de bord. Hein. C'est tout le trafic, tout ça. Et bien sûr, il a fait le décollage, les communications avec la tour, avec l'approche, avec la circulation aérienne. Enfin bon, il faisait tout. Hein. Sauf que s'il y avait quelque chose, je lui disais, t'as oublié de faire ça, ou attention, mais je touchais à rien. Et quand je me tourne pour voir ma femme derrière, elle était horrifiée. J'ai trouvé une femme en me tournant. Une femme horrifiée, mais apeurée, mais défigurée par la peur. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais vraiment pas. Je ne comprenais pas. Et donc on a fait cet aller-retour, on s'est posé, et là, donc mon ami est reparti dans sa bagnole et moi dans la mienne, avec ma femme. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit mais t'es complètement fou, hein. Mais t'es avec ce mec, mais ce mec il est con, hein. Et on a manqué de mourir, hein. Moi j'ai dit mais écoute, et là j'ai pas su répondre. Et elle m'a dit plus jamais je remonterai avec toi. Et ce jour-là j'ai décidé d'arrêter de piloter. Ah. Et c'est une activité que j'adorais. Et c'est depuis quand ça? C'est depuis quand, Bernard? Il y a une quinzaine d'années, ça. Oui. C'est intéressant parce que, en fait, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que vous avez oublié, quand elle vous a dit ça, que vous-même vous étiez pilote. Vous me dites pilote de chasse, c'est pas rien. Vous étiez donc plus chevronné. Non, mais c'est comme si, sous le coup de son inquiétude à elle, vous avez oublié qui vous étiez.
Mais complètement. Complètement. Non, elle me faisait le reproche de lui avoir fait peur. Et je ne pouvais pas nier qu'elle a eu peur, parce que vraiment, je l'ai vu. Bien sûr. Mais elle a eu peur. Donc, mais encore une fois, ça rejoint le chapitre reproche dont de on a votre déjà mère. parlé. Oui, et voilà. Et moi, même celui-là, où manifestement j'aurais pu l'envoyer complètement balader parce que j'avais vraiment pas mis notre sécurité en cause à aucun moment, vraiment. Bon, s'il s'est passé quelque chose. Non, elle a eu très peur et vous, sous le coup de ce reproche, vous avez perdu vos moyens. Ça vous a tétanisé. J'ai pas pu répondre. Mais surtout ce qui questionne le plus, c'est le fait d'avoir arrêté de piloter parce qu'elle a eu cet ascendant sur vous et vous avez comme obéi à quelque chose qu'elle vous a pas demandé. Elle vous a pas demandé d'arrêter de piloter. Elle vous a dit qu'elle ne remonterait plus dans un avion. Il faudrait que vous parliez un tout petit peu plus loin que du combiné, Bernard. Ça résonne. Je vais tâcher de m'appliquer. D'accord. Et alors, et aujourd'hui là, donc si vous rappelez où vous en êtes justement par rapport à ce donc là, il y a 2 ans, j'ai décidé de reprendre cette activité de pilotage. Ah, très bien. Ouais. Bon, je reprends, très bien, avec un moniteur qui me connaissait professionnellement. C'était lui qui surveillait que j'étais toujours un bon pilote. Alors, pardonnez-moi, Bernard, je vous coupe parce que Fifi me dit que vous êtes encore trop près du combiné. Du coup, ça fait comme des grésillements à l'antenne. Voilà, donc il faut vous reculer un petit peu du combiné. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Comme ça, c'est mieux? Oui, formidable, voilà, c'est beaucoup mieux. Merci. Donc, je reprends contact et je refais une activité aérienne avec un moniteur qui me connaissait. Donc, en peu d'heures de vol, en 2 heures, il me dit, bon, allez-y, faites des tours de piste pour reprendre à nouveau confiance, quoi, pour reprendre... Et figurez-vous que le lendemain de se lâcher, je fais une crise d'ornithocolite. Mais là, c'était une crise d'ornithocolite, je ne savais pas, mais j'ai appris à ce moment-là que c'est 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois avant la pose de ma prothèse sur le genou et une fois après la pose de la prothèse sur le genou. Donc une fois avant la prothèse, cette crise d'ornithocolite s'est manifestée par une inflammation des articulations des membres inférieurs. Alors ça, c'est mes toubibs qui ont trouvé ça. Alors que jusqu'à maintenant, quand je faisais une crise d'ornithocolite, je faisais du sang dans les selles, vous voyez. Et j'avais mal au ventre. Enfin, vraiment, c'était là, c'est voilà. Donc c'est une autre forme de manifestation de la crise d'ornithocolite. Et là, alors, ce soir-là, qu'est-ce qui se passe pour vous et qu'est-ce que vous avez besoin de résoudre? Donc, la première fois, avant la pose de la prothèse, j'ai été lâché en avion, j'ai fait cette crise et j'ai soigné ça, et j'ai pu en marcher. Et par contre, il a fallu que je me fasse opérer parce que vraiment, j'arrivais plus. Il a fallu mettre une prothèse. J'ai refait ce relâcher en avion et là, je n'arrive pas à m'en ressortir. Il me reste une séquelle au niveau de mon genou gauche où j'ai comme un étau qui se met sur mon genou quand je veux marcher. Voilà, quand je peux pas marcher. Voilà, je marche 100 mètres et puis après je boite. Enfin bon, j'ai pas mal, mais j'ai une gêne tellement importante que c'en est. Et vous faites le lien avec quoi? Vous faites le lien avec la gêne et l'empêchement de votre autonomie? Donc avec moi, puisque cette crise d'inflammation de mon genou s'est passée juste, mais je vous dis, le lendemain donc c'était bien une crise d'ornithocolite que j'ai faite. Donc crise d'ornithocolite qui était générée par le fait que je transgressais quelque chose, me semble-t-il. J'ai passé outre l'interdiction que je me suis donnée initialisée par ma femme, mon ex-femme. Voilà, c'est voilà, la question, c'est comment lever cette interdiction que vous vous mettez, c'est ça? Exactement, parce que ça, j'en ai déjà parlé, en machin, en truc. Mais si vous voulez, je pensais de l'avoir, puisque j'avais identifié.
Ah, ça suffit pas. Ce Bah serait. ouais, bien sûr, je vois bien que ça suffit pas. Oui. Non, mais quand je dis en souriant, ça suffit pas, c'est que souvent, c'est la première étape, de fait, et vous avez raison. Ah oui. Et une fois identifié, il y a une action intérieure à mener, comme une décision. C'est maintenant que je sais ce que je sais. Alors, je décide de... là, je vous donne une espèce de formulation globale. Et la décision, elle va prendre un chemin un peu particulier parce qu'il va falloir qu'elle soit faite de petits pas et de rituels et comme des nouvelles habitudes. Parce que comme il y avait quelque chose d'ancré presque en système réflexe, en système automatique, vous qui êtes pilote, voilà, on va parler engin, vous ne devez plus être en mode automatique, vous devez passer en mode manuel. Vous enlevez le pilotage automatique. C'est-à-dire que tant qu'on somatise, tant qu'on est dans ces scénarios répétitifs dont vous parlez, ça veut dire que vous êtes en mode automatique, avec votre inconscient. Là, vous avez ramené quelque chose à la conscience. Donc, une fois que c'est conscient, on passe en mode manuel. On arrête le mode automatique. C'est comme si vous coupiez votre pilote automatique, vous dites je reprends les commandes. Donc reprendre les commandes, c'est très concret. C'est-à-dire je vais donc agir et je vais faire attention à mon altitude, je vais tenir le manche, je vais regarder la météo, je vais donc regarder mon environnement et du coup, par rapport à ce que ferait le pilote automatique, en mode manuel, c'est moi qui vais tout le temps réajuster. Je vais tout le temps réajuster mon pilotage à ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est des petits pas parce que vous réajustez en permanence et vous prenez en permanence des micro-décisions quand on pilote. Est-ce que voilà et vous regardez effectivement vos écrans et votre jauge et tous les paramètres. Donc ça va être ça sur le plan psychique pour qu'il puisse y avoir une transformation. Donc vous reprenez les commandes en fait. Fort de cette connaissance là. Ça veut donc dire il me reste brevet, une étape à passer. Donc, je vais y aller doucement. Je vais mettre toutes les conditions qui vont bien parce que je sais que j'ai peur que j'ai peur pas de passer, mais que je me suis mis des empêchements. Donc, il va falloir que je me traite avec énormément de bienveillance, de tolérance et de gentillesse. C'est-à-dire que vous allez devoir redoubler, comme vous feriez aussi avec un enfant. Un enfant qui veut pas ou qui a peur, donc vous n'allez pas lui dire non mais t'es nul, t'as piloté toute ta vie, vas-y monte, qu'est-ce que tu m'embêtes. Non, vous allez lui dire bon, je sais que c'est difficile, on va y aller doucement. Voilà, faites comme si vous aviez quelqu'un qui est très anxieux ou très inquiet parce que c'est difficile. De fait, on parlait, je reviens à ce thème d'acceptation qu'on avait abordé hier soir, c'est accepter que ce soit difficile. Alors même que vous le faisiez facilement. Donc ça paraît bizarre dit comme ça. Mais oui, il se trouve qu'aujourd'hui, pour X et Y raisons, qui n'ont rien à voir avec le fait qu'avant c'était facile, donc c'est déconnecté, mais ça s'est posé là-dessus, ça s'est posé sur votre compétence. Puisque ce qui a été atteint, c'est une forme de capacité. C'est ça qu'on a atteint chez vous. Donc, où ça va se loger ? Ça va se loger dans votre compétence majeure. Voilà, il se trouve que là, c'est le pilotage. Ça pourrait se loger ailleurs. Et d'ailleurs, dans la mobilité, dans le genou. Dans une forme parce que le gauche, c'est l'action, en fait. Le genou gauche, voilà. À droite, c'est plus l'intérieur. Là, je me sens complètement... Alors, le genou aussi, je vais vous dire autre chose, Bernard. Le genou, c'est mettre un genou à terre. Donc, c'est beaucoup d'humilité. Mais quand on se bat avec son ego, on a souvent des problèmes aussi au genou. Parce que le genou, c'est vraiment le chevalier qui met pied à terre et qui rend les armes. Donc, c'est vraiment aussi une problématique d'acceptation et d'humilité. Et je comprends d'autant plus avec ce que vous nous avez raconté avant que ça puisse être difficile pour vous parce que quand on a eu du succès dans une pratique et qu'on savait qu'on le faisait bien et vous avez piloté sans doute des engins très impressionnants. Non, c'est surtout que ça apporte une... Oui, mais il y avait une compétence. Si vous voulez, c'est difficile pour vous de vous dire, attends, comment ça se fait qu'aujourd'hui, elles ne me reviennent pas comme ça aussi facilement ? Ah, mais c'est pas qu'elle me revient pas, elle me revient. Oui, elle vous revient. Elle vous revient, mais vous n'y accédez pas. C'est plutôt vous n'y accédez pas. Oui, j'ai pas pris le bon mot. J'ai convaincu mon moniteur que je pouvais revoler. Absolument. C'est vous qui avez du mal à y avoir accès, à y accéder plutôt. C'est plutôt ça. Voilà. Donc c'est une histoire de mobilité. Je voulais avoir votre avis aussi. Ce que je fais, c'est des séances d'ostéopathie. Oui. Et ostéopathie, je me suis rendu compte qu'il y avait des ostéopathes qui associaient à leur art comment ça s'appelle Excusez-moi, je cherche... La kinésiologie. L'hypnose. Ah, de l'hypnose, d'accord. L'hypnose. Et
Et ça me paraît intéressant. Parce que, oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai pris rendez-vous avec, sur recommandation, avec un hypnotiseur ostéopathe, pour associer les deux. Parce que là, je voyais une ostéopathe qui a été vraiment, qui m'a débloqué un certain nombre de choses, où je vais beaucoup moins mal, mais où je sens qu'il me manque quelque chose par rapport à cet étau qui a été, que j'ai mis en place avec cette interdiction que j'ai transgressée. Ça va vous aider, oui, bien sûr. Bon, je pense que ça devrait avoir accès au subconscient qui est là et qui résiste. Qui prend les commandes et qui lui, il fait ce qu'il sait faire, il fait pas n'importe quoi, il fait jamais n'importe quoi, il fait tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il connaît, c'est un vieux garçon, notre inconscient. Donc vous savez, il n'aime pas le changement d'habitude, faut pas lui déranger ses petites habitudes, hein. Il sait son chemin, il trace sa route, donc quand on l'embête, il résiste un peu, hein. Bon Bernard, je vous souhaite de voler de vos propres ailes, hein, c'est comme ça. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci de votre appel, Bernard. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. La libre antenne, tous les jours dès 22h30 sur Europe 1. Europe 1. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Et comment je dis, heureusement qu'il y a eu le monsieur qui m'a précédé, ça m'a permis un petit peu de décompresser. Oui, parce que la pression montait, d'accord. Oui. D'accord, oui, d'être un peu impressionné de vous exprimer à l'antenne. Tout à fait, c'est-à-dire c'est surtout le sujet. Oui, bien sûr, qui vous amène ce soir. Qui m'amène ce soir. Donc... certainement qu'on vous a relaté, mais oui, je vais peut-être brièvement. vous aider un tout petit peu. Vous avez été victime d'attouchement vers 5-6 ans, en fait, et contrairement... Pas d'attouchement, j'ai vu. Ah, vous avez vu, d'accord. J'ai vu. D'accord. Et... Oui. Parce que voilà, mes parents avaient pour relation une personne. Oui. Je sais pas, j'avais entre 5 et 6 ans. Hein. Je peux pas vous dire avec certitude l'âge que j'avais. Et il s'est avéré que cette personne tenait un passage à niveau. Oui. Et elle était, je sais pas si c'était veuve ou divorcée, elle avait une fille et un fils. La fille, elle devait travailler, mais le fils, lui, était toujours présent. Un grand garçon assez carré, assez grand, hein. Et je venais donc accompagner, c'était ma mère qui venait voir cette personne et je l'accompagnais. Et il était doué, il faisait de la peinture et il faisait beaucoup de jouets pour enfants. Oui. Pili, petite armoire, en contreplaqué, qu'il peignait en bleu ciel. Et qui l'ornait de cerises avec les comment je vais dire, qui peignaient en rouge et les feuilles en vert. Vous imaginez, pour une enfant, surtout que c'était la période de la guerre. Ouais. J'ai 81 ans. Hein. Oui. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'était fabuleux de voir ces objets de poupées. Enfin, c'était pour mettre des petits baigneurs, des choses comme ça. Et je lui disais, veux-tu me les donner? Parce que, compte tenu de son âge, c'était pas pour lui. Il avait quel âge? Oui, c'était un jeune homme. Oui, entre 16 et 17 ans. 16-17 ans, d'accord. Ouais. Et donc, il disait non. Puis un jour, il me propose aussi, il me montre un livre dont je ne me rappelle pas du contenu. Mais c'était certainement, il était assez épais, ça devait être un livre vraisemblablement pour enfants. Et là encore, je lui pose la question, mais c'est lors d'une autre visite, hein. Je lui dis, est-ce que tu veux me le donner? Il me répond encore une fois de plus par la négative. Puis un jour, j'accompagnais toujours ma mère
chez cette personne. Et puis, il me demande, sous prétexte, je pense, de me montrer quelque chose et d'aller dans sa chambre qui était à l'étage. Oui. Et quand nous sommes arrivés, il a mis le verrou. Et son lit était défait. Et il m'a immédiatement mis sur le lit. Mais j'avais les chaussures, j'étais habillée. Hein. Et j'ai vite compris qu'il allait me toucher. Vous avez une intuition tout de suite. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il s'apprêtait à me toucher. Et là, avec mes jambes, je m'agitais. Et alors, il me prend. Il ouvre la fenêtre et il me passe jusqu'à la taille environ. Le corps, j'étais dans la partie du corps, la moitié du corps, dans le vide et à l'étage. Hein. Parce que vous aviez dit non, parce que vous parce que vous l'aviez repoussé, hein. C'est pour ça, d'accord. Oui. D'ailleurs, je gigotais avec mes jambes et tout ça. Donc il a dit, il vous a menacé de vous jeter par la fenêtre. Il m'a attrapé. Oui. Et puis, oui, parce qu'il parlait pas, hein. Et comment je veux dire, vous savez, ça m'a paru long, mais je me suis dit, mais il peut pas me jeter par la fenêtre, parce que j'avais connaissance des gendarmes, et puis c'était monstrueux, puis je ne voyais pas pourquoi il allait me jeter par la fenêtre, enfin, c'est-à-dire, je savais, parce que comme je ne voulais pas accéder à son désir, mais si vous voulez, je résistais. Bon, c'est vrai que j'avais déjà du caractère. Hein. Alors quand il a vu que je ne disais rien, eh bien il m'a reposé au sol. Et puis là, je lui ai dit, tu ouvres la porte, sinon je crie, j'hurle et je donne des coups de pied dans la porte. Alors immédiatement, il a ouvert la porte et puis Mais par contre, ce qui est curieux, ma mère n'a pas posé de questions. Et puis nous sommes rentrés chez nous. Alors qu'elle vous a entendu. Non, parce qu'il a ouvert la. Et vous n'avez rien raconté à votre maman sur le chemin du retour? Non, du tout. Du tout. Pourquoi? Vous vous souvenez? Non, c'était. C'est difficile. Je savais que c'était. J'ai jamais culpabilisé, mais je savais que c'était pas bien. Oui. Je savais que c'était pas bien. Comme un sentiment d'avoir vous-même fait une bêtise, comme si vous étiez fautive. C'est-à-dire, c'était des choses dont je voulais pas parler. Je comprends. Oui, je comprends. Et qu'il y avait un peu de honte, un peu de culpabilité. Et de la pudeur. Alors même qu'il s'était fort heureusement rien passé. Absolument. Ouais, d'accord. Puis un jour, quelque temps après, je ne peux pas vous le dire, ma mère m'envoie seule pour déposer une boîte à lait, pour avoir du lait chez une commerçante. Il était seul. Et évidemment, moi, je ne savais pas, je rentre. Immédiatement, il ferme la porte à clé. Et là, ils avaient un chien, mais qui n'était pas dans la maison, mais il avait un fouet. Et là, il a commencé à me c'est-à-dire à me pourchasser autour de la table. Et puis, parce que j'avais emmagasiné ce qui s'était passé précédemment. Et vous n'étiez pas inquiète déjà d'y retourner en ayant emmagasiné, comme vous dites, ce qui s'était passé la fois précédente? Mais vous en étiez sortie, alors vous êtes dit, bon, je risque rien. Ah oui, j'avais dû, si vous voulez, oui. Et puis vous ne saviez pas que vous seriez seule, surtout avec lui? Exactement, exactement. Mais j'y allais toute confiante. D'accord. Et puis donc il a fermé la porte à clé, puis alors là, il a commencé à vouloir m'attraper.
Ouais. Et donc, je faisais le tour de la table. Et avec le fouet, il tapait sur la table. Puis il a fini, évidemment, par rapport à moi, il a fini par m'attraper et m'a installé sur ses genoux. Il a ouvert son pantalon. Et puis j'ai vu son sexe en érection. Et puis, comment je veux dire, la semence séminale. Qui était abondante. Et ça a été une satisfaction pour lui. Et il m'a... Là, j'étais quand même tétanisée. Hein. Il y a de quoi. Et il m'a... Je suis descendue de ses genoux. Ouais. Il m'a donné le livre. Ah, le fameux livre que vous vouliez. Le fameux livre. Ah oui. Il me l'a donné. C'est presque un peu pervers, hein, comme une récompense. Oui, alors que vous vouliez. Oui, c'est très pervers. Oui. Parce que vous retrouvez Anne avec une récompense, alors même que vous avez été prise dans un piège sur lequel vous n'avez rien demandé. Il vous donne le livre comme si vous lui aviez donné quelque chose de vous, alors qu'il vous l'a pris. Oui. C'est très pervers. Très pervers. Parce que je n'ai que vu. Hein. Ben oui, mais enfin, trop vu. Enfin, oui, mais absolument, c'est pas possible. Enfin, mais assurément. Ouais. D'ailleurs, ça a eu quand même des conséquences. Oui, dites-moi. Oui. Et donc, je rentre chez mes parents. Et quand ma mère, parce qu'elle devait avoir des soupçons, quand ma mère m'a vue avec ce livre, au lieu, si vous voulez, de louvoyer comme moi j'aurais pu faire, puisque j'ai des enfants, elle s'est mise dans une colère, mais inouïe. Et en me disant, mais qu'est-ce qui t'a fait parce qu'évidemment, elle était présente quand il m'avait refusé le livre. Et là, j'ai dit ce qui s'était passé. Oui. Alors après, comment je veux dire, il a comment... Donc vos parents, votre maman réagit comment? Dans une colère noire, mais elle est allée le voir oui, absolument. Oui. Mes parents sont allés, et comment je veux dire, jamais plus, comment je veux dire, nous nous sommes revus, mais j'avais une dizaine d'années, un jour j'ai aperçu sa mère à bicyclette. Eh bien, j'ai eu un réflexe. Je lui ai couru après pour la faire tomber. Elle était à vélo. Parce que cette femme-là, elle n'était pas claire non plus. Après, j'ai su qu'elle était une femme qui n'était pas claire. Alors, justement, je voulais... Et ça, vous en avez parlé avec votre maman après? Enfin, il y a eu d'autres... Ah, jamais plus. C'est dommage. Mais votre maman, elle est allée voir, elle a arrêté de voir cette famille, elle en a parlé du garçon, de ce qu'il avait fait. Ah oui, puis le livre, je ne l'ai pas gardé. Ah, très bien. Et elle a compris, votre maman, dès qu'elle a vu le livre, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. Elle a immédiatement compris. Et donc, elle a rendu le livre. Ça, c'est important comme action de la part de votre... Et vous avez compris ça? Vous avez compris que c'était une protection? Oui, d'accord. Oui. Et c'est pourquoi... Si vous voulez, justement, je suis quand même, quand il y a des émissions, j'ai suivi des émissions justement sur des enfants qui étaient sur les abusés. Agressions sexuelles, oui. Oui, absolument. Et il y avait un téléfilm ce soir sur France 2. Je l'ai regardé, et il m'a beaucoup ému. Oui. Et ce que je voulais vous demander, pourquoi moi, est-ce que j'ai eu ce réflexe, malgré que c'était quand même grave, me menaçant de me jeter par la fenêtre, eh bien que j'ai conservé, si vous voulez, j'ai pas accepté. Qu'est-ce qui fait que vous avez su dire non? Enfin, vous avez pas. D'abord, il y a une partie sur l'agression parce que vous avez été agressée et là vous avez été prise au piège. Oui. Mais comme vous dites sur le premier épisode, qu'est-ce qui fait que vous avez compris qu'il fallait vous échapper? Sans doute, alors l'hypothèse, mais dites-moi si elle est juste, Anne, qu'il y avait beaucoup d'attention pour vous et d'affection de la part de vos parents petites, qu'ils étaient très présents. Mère, pas de votre mère,
De votre père, d'accord. Beaucoup qui finalement, j'ai découvert, n'était pas mon géniteur. Ah oui. Ouais. Après. Et là, ça a été excessivement grave. Douloureux pour vous, oui. Ça l'est encore. Ça l'est encore, oui, j'entends. Ah, parce que vous l'avez appris très tard, Anne? C'est moi qui l'ai découvert. Votre maman vous l'a jamais dit? C'est-à-dire, il y avait des allusions sur la date de ma naissance. Et elle avait fait d'ailleurs, on s'entendait très mal. On était, voyez-vous, je ne sais pas si c'est vous, Sophie, qui avez conseillé Thierry Apter, les mères toxiques. Oui, c'est moi. Bon. Eh bien, justement là, dans un chapitre, c'est, comment je veux dire, il est dangereux d'être différente. Et c'est ça que vous avez ressenti. Ouais. Oh, ça me parle, mais alors, à 100%. Et vous savez, j'ai beaucoup de caractère. Et on était en opposition en permanence. Des petites. Je me suis trouvée en opposition avec elle. Et alors, est-ce que c'est pas, pour en revenir à l'opposition et à beaucoup de caractère, il y a quelque chose aussi dans les enfants agressés, abusés, d'un enfant sage et obéissant, comme c'est une histoire de domination et de piège et de domination de l'agresseur sur un enfant qui plus est plus faible. Et qui ne sait pas dire non. Si, c'est vraiment une hypothèse que je formule, parce qu'il n'y a pas de généralité évidemment dans ces histoires-là. Non, mais vous étiez rebelle de base, Anne, c'est ce que je comprends. Tout à fait, oui. Et donc rebelle à toute autorité, manifestement. C'est-à-dire... Enfin, à certaines formes d'autorité. Mais une petite rebelle. Oui, j'entends. Quand mais là, ma mère était injuste, je lui tirais la langue. Oui, elle le savait. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé avec ce jeune homme... instinctivement, vous avez senti qu'il voulait faire quelque chose avec vous sur lequel vous n'étiez pas d'accord, ou vous imposer quelque chose, d'où le fait de dire, même sans comprendre cet aspect de la sexualité, de dire, mais de toute façon, même si tu veux me faire quelque chose, je vais crier. Et donc, tu m'auras pas. Donc, sur le premier épisode, c'est effectivement votre caractère de rébellion, donc votre indépendance de caractère ou votre réticence à l'autorité qui vous a aidé, qui vous a bien servi. Maintenant, dans le deuxième cas, vous voyez bien que tout en étant rebelle, là, il vous avait piégé et vous étiez coincé. Voilà. Et vous disiez que ça avait eu des conséquences après dans votre vie, cet épisode, ça s'en a eu forcément, hein, parce que d'ailleurs, j'en ai jamais c'est une agression. Oui, parce que... Vous n'en avez jamais parlé à vos conjoints, à vos proches après? D'accord. Jamais. C'est quelque chose que vous avez tué après. Ouais. J'en ai. D'ailleurs, mon mari, ma mère, j'étais jeune, elle me destinait un jeune homme. Hein. Et j'étais même pas. J'avais aucune intention. Et comment je veux dire, elle l'encourageait, mais il se présentait. Et dès qu'il venait, c'était un camarade à mon frère sans plus. Oui. Dès qu'il venait, eh bien, je partais dans ma chambre. Et alors, donc, il partait, puis elle l'encourageait. Et quand je ressortais de ma chambre, eh ben, je me faisais disputer. Puis un jour, comme elle était, comment je veux dire, qu'elle était tenace, hein, elle était de 1902, hein. Et elle était très, très tenace. Et je lui dis, écoute, tu veux me marier? Mais non, je ne veux pas te marier. Bah si, tu t'encourages ce garçon-là à venir. Il n'avait même pas effectué son service militaire. Eh bien, on va se marier. Mais dis-toi une chose, c'est moi qui serai devant de mère. Et tu auras la honte de ta vie, parce que je dirai non. Et là, elle a lâché prise. Et donc, vous voulez dire en fait qu'il y a toujours cet aspect qui a été un fil rouge dans toute votre vie de vous révolter contre elle. Mais aussi à vos dépens. C'est-à-dire que dans vos choix de vie, de faire des choix de femme,
si tout était contre la mère, c'était difficile pour vous de faire des choix. Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand j'ai choisi nous sommes choisis, eh bien, fallait pas qu'on soit, nous étions en pavillon et il y avait, un couloir qui servait toutes les pièces. Et vous savez, à ce moment-là, fallait pas devant les parents avoir des gestes tendres. Mmh. Je parle, à savoir, par exemple, se tenir par la main ou s'embrasser sur le front. Mmh. Et donc, quand parce qu'il venait chez moi, d'ailleurs, je l'ai connu chez moi, ce jeune homme-là. Et c'est mes parents, plus exact. Quand je dis chez moi, c'est chez mes parents, Et quand il repartait, j'allais le reconduire parce qu'il y avait une porte qui donnait sur le devant et il y avait des barrières. Et donc là, on se faisait des câlins. Et elle ouvrait la porte et elle me disait, ton père veut que tu viennes. Alors je lui disais oui. Et puis, un quart d'heure après, elle me disait, ton père veut que tu viennes. Je lui disais oui. Et puis, j'ouvrais la porte doucement, puis je m'en allais un petit peu plus loin. Et puis, je rentrais, une demi-heure, 1 heure après. Mais, c'était pas mon père. Ouais. C'était elle. Anne, ce soir, vous aviez en fait envie d'apporter votre témoignage à tous ces sujets d'agression pour dire que malgré tout, en fait, vous aviez réussi à vous construire une vie et à avancer malgré cet épisode. En tout cas, que votre révolte vous avait un peu sauvé, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'aurais voulu partir de chez moi parce que je me sentais pas bien. Je comprends. Et aujourd'hui, on arrive au journal, c'est pour ça que je vous presse un peu, Anne. Aujourd'hui, vous avez traversé 81 ans sans vous remémorer constamment toutes ces histoires. Non. Comment je veux dire vous êtes dans une forme de paix. Vous aviez envie de témoigner ce soir à ce sujet, surtout. Oui. Et puis, j'aimerais aussi, mais ultérieurement, alors, si vous voulez, je vous dirais... mon mari et moi, nous Alors, étions... Anne, on va être obligé de couper parce qu'on est au journal et on vous reprend après le journal, d'accord ? À tout de suite. Il est minuit et tout de suite on retrouve François Geffrier pour les informations. Bonsoir François. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Alexandre Benalla, à nouveau mis en examen ce soir. Il s'agit de faits de violence en marge à nouveau de la manifestation parisienne du 1er mai dernier. Les juges le soupçonnent précisément d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, de violence volontaire en réunion. Et puis il y a le port et la détention non autorisée d'armes de catégorie B. Il s'agit là des suites de la photo montrant Alexandre Benalla un pistolet de type Glock à la main, un selfie qu'il avait fait lors d'une soirée. L'Union européenne est prête à accorder au Royaume-Uni un court report du Brexit à condition que les députés votent l'accord de divorce négocié avec Theresa May. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk. La première ministre britannique souhaite que le Brexit n'intervienne que le 30 juin et non plus le 29 mars comme c'était prévu jusque-là. Castorama, il y a tout pour moi, sauf quand la rentabilité n'est plus là. C'est ce que peuvent se dire ce soir les salariés du groupe britannique Kingfisher, le propriétaire. Il a annoncé aujourd'hui sa volonté de fermer 11 magasins. Dans le détail, il s'agit de 9 Castorama et de 2 Brico-Dépôt. Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans la région lilloise, où se trouve l'un des magasins en voie de fermeture. Oui, j'ai par exemple rencontré Xavier, vendeur au magasin Casto Delem près de Lille. Lui et ses collègues accusent le coup. Une psychologue a même été envoyée cet après-midi par la direction pour discuter avec les employés les plus choqués. Mais ce qui le révolte, lui, Xavier, c'est que son magasin n'a pas bénéficié des moyens du groupe pour être plus compétitif. C'est une grosse déception, oui. Depuis un certain temps, on sentait le détachement entre la direction et le personnel et je pense qu'ils ont fait le nécessaire pour pouvoir économiser de l'argent et non pour plus investir dans le magasin. On s'est vraiment senti lâché vis-à-vis du groupe. Ouais.
Et pourtant, les organisations syndicales réclamaient depuis longtemps pour ces magasins fragiles des plans de relance, mais sans résultat, selon Jean-Paul Gatier, responsable Force ouvrière. C'est ça qui est dramatique, quoi. C'est que c'était une mort annoncée sans qu'on ait pris les décisions qui s'imposaient alors qu'on avait alerté déjà depuis de nombreuses années. Au total, donc, 789 emplois menacés et autant de salariés dans l'incertitude, même si Olivier Lurson, DRH du groupe, assure que chacun se verra offrir un reclassement dans un magasin de sa région. En fait, on a une répartition de magasins assez bonne en France, entre Brico Dépôt et Castorama, et donc on va mettre en œuvre cet accompagnement individuel pour permettre à chacune et à chacun d'avoir un emploi équivalent dans un magasin de notre parc. Une annonce de fermeture qui va gâcher l'anniversaire des 50 ans de Castorama, dont l'image avait déjà été ternie il y a 2 ans par la délocalisation de ses services comptabilité en Pologne, là aussi pour des raisons financières. Merci beaucoup Lionel Gougelot. Près de 31 000 personnes ont été victimes de conducteurs non couverts par les assurances en 2018, chiffre en augmentation de 12% depuis 6 ans pour l'ensemble des accidents, selon un rapport publié par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Cela représente tout de même un coût de 100 millions d'euros pour la collectivité. Un étudiant en philosophie qui avait harcelé la journaliste d'Europe 1 Nadia Dam sur Internet après une chronique qui lui avait déplu a été condamné ce soir à 5 mois de prison avec sursis et 2 500 € d'amende pour préjudice moral. Il avait notamment proféré des menaces de viol à l'encontre de la fille de la chroniqueuse. En prévision du prochain week-end de mobilisation des Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe annule un déplacement qu'il devait effectuer en Guyane. Par ailleurs, des soldats entraînés à faire la guerre pourraient se retrouver face à des manifestants en plein Paris dès ce samedi. Le gouvernement compte sur les militaires de l'opération Sentinelle pour participer au maintien de l'ordre. Lors de l'acte 19 à venir des Gilets jaunes, Éric Ciotti, le monsieur sécurité de la droite, voudrait, lui, l'interdiction pure et simple des manifestations. Il l'a dit ce soir sur Europe 1. Il est minuit 4 sur Europe 1. La météo avec vous, Elena Morna, la météo de ce jeudi 21 mars. On va se couvrir demain matin et puis on va se découvrir l'après-midi. Et comme toute journée printanière de mars, François, la matinée sera fraîche avec moins 4 à 0 degrés de l'Allier au Grand Est, quelques valeurs négatives aussi dans les plaines du Sud-Ouest. Puis le mercure va se laisser doper par le soleil qui sera bien présent. Alors c'est vrai qu'en matinée, on aura quand même quelques absences à cause des nuages bas ou du brouillard qui vont circuler sur la Bretagne et Pays de la Loire, sur les bords de Manche également, ainsi que sur le Pays Basque. Puis les éclaircies vont progressivement prendre l'avantage sur le Nord-Ouest. Amélioration plus franche et plus rapide sur le Pays Basque. Le ciel sera bleu au sud et à l'est de la Loire. Encore un peu de vent en Provence, Mistral et Tramontane à 60 km/h. Les températures, elles vont monter. 10 degrés à Boulogne-sur-Mer demain après-midi, 13 à La Rochelle, Saint-Étienne et Dijon, 14 à Rouen, Nantes, Lille, Strasbourg, 15 pour Brest, Paris, Bordeaux, Toulouse et Lyon, 16 à Montauban et Grenoble, 17 à Toulon, 18 pour Avignon et Marseille, 19 pour Nîmes. Des températures qui vont monter d'un cran jeudi et vendredi. Vendredi, une journée magnifique, soleil et température de mai. Très beau aussi ce week-end, mais moins chaud avec 14 à 17 degrés au nord, 18 à 21 pour le sud. Merci beaucoup Elena Morna. Merci à vous tous d'écouter Europe 1. C'est la meilleure chose à faire. Il est minuit 5, vous êtes au cœur de la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin et on retrouve Sophie Peters. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sophie Peters. Et nous sommes bien au cœur de la libre antenne. Il nous reste une petite heure encore à passer ensemble avec vos témoignages au 39 21. Florian et Hassan qui vous accueillent à ce numéro, le 39 21. Vos SMS si vous souhaitez réagir à ce que vous entendez à l'antenne, 7 39 21 précédé du mot nuit. Vos mails libreantenne@europe1.fr. Vos réactions éventuelles sur la page Facebook Sophie Peters. 39 21, nous vous accompagnons dans cette nuit de printemps. Europe 1. Et on vous retrouve Anne. Oui, Anne, oui. Sophie. Oui, je vous disais... Quand, d'ailleurs, le jour de notre mariage, d'ailleurs, j'avais une plaie de Damoclès qui, en permanence, était au-dessus de ma tête parce que elle me disait tu n'es pas majeure et si je ne signe pas, tu ne te marieras pas.
J'ai le sentiment, Anne, en vous écoutant, que ce qui a jalonné toute votre vie, c'est cette relation avec votre mère, très difficile, très heurtante pour vous, et qui a signé un peu votre révolte très très jeune. Et souvent, vous savez, dans la toute petite enfance, Anne, quand on met quelque chose en place qui a, j'ai envie de dire, en l'occurrence pour vous, remarquablement marché, parce que vous avez quand même réussi à vous sauver en partie, en tout cas d'une agression, grâce sans doute à cet esprit de révolte. On le garde après, dans le restant de sa vie, alors même que ce n'est plus très utile ou très valable. Et sans doute qu'en étant tout le temps en butte contre cette mère-là, au long de votre vie, ça vous a peut-être mis un peu des bâtons dans les roues. Ça m'a forgé certainement un certain caractère. Très certainement. Oui. Mais pas en accédant forcément à une liberté pleine et entière, parce qu'en réaction et en but constamment à cette mère peu aimante. C'était mère aimante, vous savez. Moi, je l'aimais. Oui, toujours, bien sûr. C'est curieux, hein. Mais oui, mais non, c'est pas curieux. Ouais, on aime sa mère, et quand bien même elle serait. Elle terrible. m'envoyait en colonie. Ouais. J'étais ravie. Mais je partais 4 semaines. Hein, j'étais une journée, j'étais dans le dortoir, sur mon lit, je pleurais toute la journée. Et ensuite, Anne, dans votre vie de femme, vous êtes mariée, vous avez eu des enfants ? Oui, j'ai eu Et vous, quelle mère vous avez été ? Une mère très compréhensive. Oui, évidemment, vous avez voulu être tout l'inverse de cette mère-là. Ah, tout à fait. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui avec vos enfants ? Pas bien. Pas bien ? Pas bien. Oui. Parce que chez ma fille, elle a le caractère. Parce que c'était une femme hystérique. Elle ne savait pas discuter. Elle était indépendante. Les repas n'étaient jamais faits. Le ménage était laissé aller. Les vêtements, c'était au dernier moment. J'ai dû me prendre en charge très, très rapidement. Très vite. Oui, vous reparlez de votre mère, là, toujours. Oui. Et vous pensez que ça a pesé sur la relation avec votre fille ? C'est-à-dire que non, parce que moi, avec ma fille, au contraire, elle n'a jamais touché. Je lui ai appris beaucoup de choses, à coudre, à tricoter, elle qui était très capable, parce qu'elle avait été élevée chez les religieuses. Et elle savait coudre, elle avait repassé merveilleusement, pesé, tout ça. Mais elle ne montrait rien. Par contre, j'allais chez les religieuses et j'apprenais même... et elle me reprochait tout. Par exemple... elle avait dû travailler parce que j'étais en école, j'ai poursuivi pas des études extraordinaires, mais travailler, tu ne serais pas ce que tu es à l'heure actuelle si j'avais pas travaillé. Parce que c'était un panier percé, parce que mon père était mécanicien de grande ligne. On entend que vous n'en avez pas assez parlé de cette mère-là, et que vous avez un fort besoin d'en parler aujourd'hui. Parce qu'elle est très présente dans votre témoignage de votre enfance. Vous écrivez, Anne ? Ce serait bien d'écrire peut-être tout ça, pour vous en libérer. Oui, mais pour vous remettre dans le présent, pour pas rester dans ce passé. Je ne voudrais pas qu'on trouve Ah oui, les écrits. Les écrits. Ouais. Vous pourriez à ce moment-là, Anne, l'écrire pour vous, puis le détruire. Parce que ce qui compte, c'est effectivement pas tant que ça reste, mais juste l'action de l'écriture. Et après, écoutez, brûler, c'est plus beau d'ailleurs, parce que ça purifie le feu. Mais vous pourriez après la lâcher. Parce que vous avez besoin de lâcher quelque chose, c'est ce que j'entends ce soir. Et de même, j'étais fière. Oui. J'étais fière. Pour elle, j'étais fière. Elle me disait, tu es fière et tu n'aimes que les grandes gens. Ça se disait à une époque. C'était une expression qui était utilisée. Oui. Anne, je vous souhaite, en tout cas, j'espère pour vous,
que voilà, vous trouverez le temps, le moyen d'écrire, de raconter comme un roman fleuve, comme ce que vous nous racontez ce soir, toute votre histoire. Et puis, ça permettra de vous apaiser, de refermer ce livre-là pour être pleinement dans cet instant présent, dans votre vie d'aujourd'hui. Je vous embrasse, Anne, et bonne nuit. La libre antenne sur Europe 1, Sophie Peters. Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Bonsoir Laure. Bonsoir Sophie. Merci énormément de me prendre à l'antenne ce soir. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Je vais vous raconter une jolie histoire en fait, mais pour qu'elle continue à être encore plus jolie, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Pour savoir comment réagir et voilà, parce que je me suis trompée beaucoup de fois dans ma vie. Voilà, alors en fait, je vais sur 58 ans. Quand j'étais beaucoup plus jeune, à 23 ans, je suis partie en Angleterre et là-bas, j'ai fait la connaissance d'un homme qui avait 12 ans de plus que moi. Nous travaillions dans le même endroit et nous avons eu une aventure, une histoire et nous étions quand même très amoureux l'un de l'autre et cet homme était marié à l'époque. Sa femme a... Vous aviez 20 ans, lui 32 à peu près, c'est ça? J'avais 23 ans. 23 ans, 24 ans. D'accord. Et lui donc avait 35 ans. 36 ans. Oui, voilà. Et sa femme a eu connaissance de notre aventure, aventure, oui, voilà. Et ils ont décidé elle a décidé de divorcer, mais ils ne pouvaient pas le faire sur le moment. Et ils se sont fait muter dans un pays du Moyen-Orient. Ils travaillaient pour une grosse administration et ils se sont fait muter de façon à pouvoir améliorer leurs finances, on va dire. Mais l'administration ne prenait que des gens en couple. Donc ça a été le deal, et le deal était que il me trouve un travail dans ce pays. Chose qui a été faite, et 6 mois à peu près après son départ, il m'a donc fait venir dans ce pays. Alors qu'il était toujours marié avec son épouse? Alors oui, alors le divorce était en cours, okay. Voilà. Et ils ont divorcé une fois sur place. D'accord. Sauf que on est resté à peu près 6 mois ensemble là-bas. Il y a eu des hauts, des bas, et puis arrivé à un moment, il y a eu un gros bas. Parce qu'il m'a trompée à mon tour. Et donc voilà, et moi j'ai très très mal pris les choses. J'avais un caractère quand même assez virulent à l'époque, et donc j'ai stoppé la relation. J'ai continué mon contrat dans la société pour laquelle je travaillais, et je suis rentrée en France à la fin de ce contrat. Voilà. Et puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. Voilà. Puis à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était en 1986 évidemment. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ma vie, j'ai eu un enfant un peu 2 ans après. Mon fils est né en 1988, donc voilà. Je ne suis pas restée avec son papa. J'ai eu des aventures, jamais plus de 3 ans, on va dire, mais peut-être plus après, vers une 40aine d'années, parce que pendant que mon fils était jeune, je voulais pas le perturber, donc j'ai entre guillemets été un peu bonne sœur, quoi, hein, voilà. Et puis je me suis mariée en 2000. J'ai rencontré un homme en 2000, je sais plus combien, 2010, et on s'est mariés en 2015. Et j'ai divorcé l'année dernière. Voilà. Donc au bout de 7 ans, 8 ans de vie commune, et voilà, le
divorce a été prononcé l'hiver dernier, et enfin cet hiver. Hein. Et puis il m'a pris d'essayer de retrouver donc cet homme que j'avais connu. Et un quart d'heure après, par les réseaux sociaux, hein, voilà, et un quart d'heure après mon message, j'ai eu de ses nouvelles. Et on n'a pas arrêté d'échanger, de discuter, de s'appeler, enfin bon. Et moi j'ai senti, j'avais l'impression de retourner 35 ans en comme arrière. si c'était hier. Ouais. Voilà. Et lui me disant la même chose, il avait essayé de me retrouver il y a 3-4 ans par le biais d'un autre site, copain d'avant, mais moi je n'avais plus d'accès, j'avais plus rien, donc j'ai pas eu. J'avais eu un petit SMS, mais je pouvais pas me connecter, je pouvais rien faire. Voilà. Donc j'avais laissé tomber. Moi j'étais mariée, voilà quoi. Bon, je suis quelqu'un de très 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 droite, donc voilà. Et donc voilà. Et ça c'était il y a 1 mois et demi à peu près. Entre temps, donc il habite maintenant, lui il est à la retraite puisqu'il a 70 ans. Il habite sur la Catalogne et je suis allée chez une amie qui habite par là-bas et je l'ai revu. Mm-hmm. Et là, c'était comme c'était comme il y a 35 ans. C'était comme il y a 35 ans, avec, on dirait, en fait, du plus même, puisque je l'ai trouvé encore plus... alors bon, il y a peut-être l'oubli aussi un petit peu quand même qui s'est mis entre deux, mais je l'ai trouvé encore plus... J'avais l'impression d'être une princesse pour lui, d'être d'être quelqu'un de... je crois que jamais j'ai été quelqu'un comme ça pour quelqu'un, quoi. Donc, évidemment, c'est très troublant, très, 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 très plaisant, très tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais il y a un hic, bien sûr, il y a un hic. Hein. C'est que il est marié à nouveau. Donc, on prend les mêmes heures, on recommence. Je me retrouve dans la même situation qu'il y a 35 ans. Je suis remontée dans ma région. Moi, j'habite en Bretagne. Donc, je suis maintenant remontée dans ma région. Évidemment, on continue à dialoguer et ainsi de suite. Sauf que son épouse... Alors, il s'est marié, c'est une femme étrangère qu'il a épousée de façon à ce qu'elle ait un statut de réfugié parce que le pays dans lequel ils étaient était en guerre. Et en fait, il a souhaité la faire sortir du pays pour ne pas qu'elle enfin bon, il y avait pas mal de tueries et de choses comme ça pour les gens chrétiens et donc voilà, donc mais il y avait un deal entre eux pendant tout un tas d'années et ils vivaient en fin de compte plus ou moins chacun de leur côté. Elle voyageait beaucoup, elle a de la famille réfugiée dans d'autres pays aussi du monde, donc elle voyageait beaucoup pour aller voir sa famille, etc., etc. Et lui, naviguant pour son travail de pays en pays, elle ne le suivait pas forcément. Donc voilà. Donc il y a ce deal entre eux, sauf que son épouse est tombée malade l'année dernière d'un cancer et de toute évidence, et je crois qu'il m'aurait dit l'inverse, je l'aurais vraiment regardé d'un très mauvais œil, de toute évidence il l'accompagne dans cette épreuve et donc ils sont rentrés au domicile principal. Elle se fait soigner sur place elle a subi malheureusement une opération, une chimiothérapie et bientôt une radiothérapie. Mais j'ai une question. Vous êtes vu, parce que vous dites que vous avez échangé les messages, etc. Vous vous êtes vus, ça fait combien de temps? Oui, parce que vous êtes divorcés en 2018. Un week-end. Ça fait quoi, 6 mois, 5 mois que vous êtes de nouveau? Ça fait... vous êtes divorcés la semaine dernière. Oui, d'accord, mais vous êtes de nouveau en contact depuis quelques mois? Depuis 1 mois et demi. Depuis 1 mois et demi, ah oui, ça allait très vite. Oui. Et il y a, là, une semaine, vous avez passé un week-end ensemble? C'est ça. D'accord. Et un week-end... D'accord. Et un week-end de façon très intime, très concluante? D'accord. Oui, très intime. D'accord, donc vous avez repris une relation. Vous avez repris une relation. D'accord. Tout à fait. D'accord, il y a une semaine. D'accord. Oui. Et donc là, votre question, et vous en êtes où alors? Alors, justement,
donc là, bien évidemment, sa situation à lui est un petit peu compliquée. Il se sent complètement... moi, j'ai retrouvé un homme complètement différent. Un homme... d'un homme vivant, d'un homme gai, d'un homme... Je retrouve un homme soucieux, un homme malheureux. J'ai retrouvé un homme malheureux parce que enfermé. Et lui, c'est un espèce d'électron libre qui a eu l'habitude de tellement voyager, de tellement vivre à droite à gauche, que c'est un homme qu'on n'attache pas. Et là, il est attaché par la maladie de son épouse, voilà. Alors après, il se donne bien évidemment l'obligation de l'accompagner dans sa maladie, ce qui était bien évidemment honorable, et que loin de moi l'idée de voir autre chose. Enfin, je veux dire, il ferait autrement que non, c'est pas possible. Hein, mais vous me parlez d'un homme assez immature, en fait, Laure. Alors, je dis immature, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes en train de me parler de devoirs d'honorable, etc., et qu'il est triste. Mais il a épousé une femme, donc il y a plusieurs années, avec laquelle il a partagé sans doute beaucoup de choses. Elle est aujourd'hui atteinte d'un cancer. Et tout d'un coup, il peut plus papillonner, avoir la liberté. Alors, j'ai envie de dire, le pauvre chou, il est triste, quoi. Non. Enfin, alors, faut remettre les choses dans le bon alignement. Il n'y a pas de devoir, honorabilité. Il y a une histoire d'être humain. Il y a un engagement. C'est ça aussi. Un mariage, avoir quelqu'un, on s'engage dans un chemin, et on s'engage, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Donc, la question se pose pas d'être fidèle à son engagement, et ça a l'air d'être un homme, dans tout ce que vous me racontez, très structurellement infidèle. Donc, dès qu'il doit être fidèle à quelqu'un ou quelque chose, ça devient compliqué pour lui. J'ai l'impression aussi. Et là, comme en plus... il doit être fidèle à quelque chose qui, effectivement, il n'a pas choisi et qui est une épreuve, tout d'un coup, il peut plus aller papillonner dans son infidélité structurelle, enfin, dans laquelle il a toujours... Bon, voilà. Oui, alors, sachant que son épouse est une personne qui n'a jamais voulu travailler, elle est complètement dépendante de lui. Elle l'a été... de toute façon, elle ne peut plus travailler, là. Il gagnait beaucoup d'argent, donc... Mais c'est quoi votre question, Laure? Parce que vous êtes très centrée sur eux, sur elle, sur lui. Oui, parce que... Et vous, là-dedans? Donc là, moi, j'ai l'impression d'être pour lui une bouée de secours. Je le ressens comme ça. J'ai l'impression d'être une bouée de secours. J'ai l'impression de représenter la liberté pour lui. D'après ce qu'il peut me dire, je suis l'opposé total de sa compagne, enfin de son épouse, qui est complètement dépendante, qui n'a jamais souhaité, qui a priori le permis de conduire, mais qui ne veut pas toucher un volant. Donc bien évidemment, c'est lui qui fait tout, parce que pas le choix. Mais on est en train de parler d'une femme je suis complètement à l'opposé. Moi, je suis qui atteint d'une maladie très grave, indépendante, voilà. Donc j'ai l'impression de représenter pour lui là depuis un mois une espèce d'oxygène, une espèce de bouée de secours, une espèce de je ne sais quoi, de truc de liberté, voilà. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que moi je suis évidemment pas dans cette dynamique. Moi je retrouve un amour. Je retombe dedans. Mais un amour qui n'a pas bougé d'un iota. Le problème, c'est toujours l'infidélité. Comme dit, comme dit Monique par message, elle dit retour de l'amant de jeunesse. Le problème, c'est l'infidélité. Goodbye est le mot de la fin. écrit Monique. Je peux pas. Oui, et comme dit Brigitte, encore un homme qui ne sait pas assumer son rôle de mari aimant et non amant. Que cette femme laisse ce couple, elle aussi, elle sera trompée par la suite. Mais vous parlez d'être une bouée... Elle a découvert nos messages. Ouais. Elle a découvert notre relation avant-hier.
Et donc il m'a appelé pour me le dire, évidemment, en me disant que ça lui avait permis de rediscuter avec elle du deal qu'ils avaient depuis de nombreuses années, de vivre leur vie chacun de leur côté, et que ils ont discuté. Moi, j'étais évidemment pas là, hein, donc je peux pas préjuger de ce qui s'est dit, mais alors évidemment, elle le culpabilise en lui disant « Enfin, tu te rends compte de ce que tu me fais alors que je suis dans cet état ?» Je pense qu'on réagirait tous pareil. Et elle dit « Écoute, c'est pas le problème que tu vives ta vie, c'est le problème que voilà, en ce moment, ne me fais pas un truc pareil, quoi. » Voilà. Donc, bon. Donc on en est là, et moi, mon problème, il est de savoir si je dois... Parce que jusqu'ici, j'ai toujours essayé de répondre aux hommes ce que je pensais qu'ils voulaient entendre. C'est dommage. Ben oui. Ça marche pas, hein, je vous rassure. Hein. Ben oui. Ça marche pas. C'est surtout que vous n'êtes pas vous-même dans ces cas-là. C'est pour ça que je dis que c'est dommage. C'est à vous surtout que ça porte préjudice. Moi, je vais vous dire ce que je ressens dans votre témoignage, Laure, c'est que en fait, vous êtes en train de vous renarcissiser. Depuis l'épisode qui a sans doute été extrêmement cuisant pour vous quand vous aviez une vingtaine d'années, 25 ans, et que vous avez quand même fait l'effort, vous avez quitté un pays, investi dans un autre pays, eu cette relation. Quelle désillusion terrible pour une jeune fille de 25 ans qui, au bout de 6 mois, redécouvre une infidélité. Donc, elle est maintenant la cible et la victime. Et là, aujourd'hui, c'est comme si c'était une revanche sur le passé, une revanche narcissique d'ailleurs, parce que vous vous retrouvez dans le rôle de la maîtresse, c'est-à-dire à ce moment-là de celle qui vous avait trompé. Tout ça est une histoire de femme, tout ça sont des triangles amoureux, hein, et ça a nourri les vaudevilles pendant du théâtre. Mais en fait, ça vous permet de vous renarcissiser, c'est-à-dire schématiquement, je suis meilleure que cette femme-là, je suis meilleure que l'épouse, c'est moi la meilleure, j'ai gagné. Et vous jouez une partition très personnelle, pourquoi pas, hein, c'est pas du tout un jugement, je suis en train de vous dire ça pour que vous compreniez que vous êtes en train de rejouer une scène du passé pour en sortir la tête haute, quelque chose qui a dû être extrêmement, sans doute traumatisant pour vous et blessant à l'âge de 25 ans. Et qu'il n'y a pas de hasard que vous l'ayez recontacté, cette blessure, elle est restée là. Tout d'un coup, lui, il arrive, comme un chevalier, mais enfin, piètre, mais piètre chevalier, hein, quand on voit la façon dont lui se soucie de son épouse aujourd'hui malade. Et donc, vous pensez avoir la main, alors vous êtes le jouet de quelque chose. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que vous pensez vous imaginez très inconsciemment que vous pouvez vous narcissiser. En tout cas, c'est ce que vous tentez de faire. Ça risque d'être assez amer, hein. Alors, et vous me dites, oh là là, il a changé. Et moi, j'ai envie de vous dire, 30 ans d'un métier de séducteur, oui, il a changé. Le métier est rentré, quoi. Sûrement que, arrivé à l'âge qu'il a, c'est sûrement un très grand séducteur. Ah, oui, forcément. Non, mais c'est important de le savoir en tant que femme. Tous les hommes ne sont pas de grands séducteurs, comme toutes les femmes ne sont pas des grandes séductrices. Il y a aussi chez les femmes des séductrices, mais on sait aussi, et chaque femme sait, quelquefois malheureusement dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, les dégâts que font les séducteurs. Et je vous renvoie à Don Juan de Mozart, à Don Juan de Molière, à toutes les histoires des Don Juan. On sait le nombre de victimes que font les Don Juan. Donc c'est peut-être un homme délicieux parce que les séducteurs sont tout à fait délicieux, en tout cas en apparence, mais on sait bien qu'ils ne sont pas dans l'engagement. Et je pense que celle qui souffre aussi énormément, c'est bien son épouse aujourd'hui. Moi non plus. C'est-à-dire que les projets... Non, mais quand je vous parle d'engagement, je vous parle de... Voyages. Oui, mais quand je vous parle d'engagement, c'est pas ça. Je vous parle de cœur, là. Je vous parle de l'engagement de quelqu'un qui est... Je vous parle pas d'un engagement de bague et de mariage et de contrat, ni de pax. Je vous parle d'un engagement de cœur à cœur. J'ai envie de dire, il est même pas dans la capacité de s'engager auprès de son épouse qui traverse l'épreuve d'une maladie terrible. Donc...
Bon, il y a une auditrice qui dit leur perd son temps, devrait aller voir un thérapeute pour se libérer de cette forme d'emprise. Oui, alors, forme d'emprise, c'est vous qui l'a créée, l'emprise. Hein. C'est vous qui l'a créée. C'est vous qui vous mettez dedans. Pour résoudre quelque chose. Là, ça a complètement son utilité. Hein. Vous essayez de réparer quelque chose du passé. Et je pense que c'est là que c'est intéressant de travailler. Donc, vous jugez pas. C'est très important pour vous d'essayer de rejouer cette scène en sortant la tête haute comme une guérison pour vous. Et c'est intéressant parce que l'autre femme est malade et vous cherchez une forme de guérison. D'accord. Qui viendrait de lui. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ça peut être un peu dangereux. Il y a Mickaël qui dit « Je pense que cet homme souhaite papillonner tout en restant auprès de son épouse souffrante. » Je crois aussi, par devoir, ce qui est honorable. À votre place, j'insisterai pas, on ne rejoue pas le passé au risque d'être une passade. Oui, c'est joliment dit. Oui. Il y a un passé qui n'est pas passé avec cet homme. Ouais. Moi, je me disais... Il n'y a qu'en le vivant que je saurais, quoi. Bon, voilà, mais c'est dangereux. C'est un jeu dangereux. C'est pas que vous saurez. Vous saurez rien du tout. Vous aurez rien appris de plus que ce que vous avez déjà appris quand vous avez 25 ans. La leçon, vous la connaissez par cœur. C'est pas ça que vous cherchez à faire. Ce que vous cherchez à faire, mais c'est plus inconscient, c'est de vous renarcissiser. C'est la blessure narcissique que vous avez subie à 25 ans. Celle-là, elle est toujours une plaie ouverte. Et vous pensez que c'est lui qui va la réparer. toute ma vie, quoi, on va dire, que j'ai subi au fur et à mesure des relations. Peut-être. Et que là, vous pensez que vous tenez le moyen de la refermer et de la guérir. D'accord. Or, je crains que ce soit l'inverse. Que vous la rouvriez encore plus. Et que vous accrochez. Et c'est pour ça que vous avez, comme je vous ai dit, lâchez, vous me dites, ah non, c'est pas possible. Oui, pourquoi c'est pas possible? C'est pas ce qu'il est, c'est pas lui. C'est que vous y avez mis un enjeu important. C'est pour ça que c'est pas possible. Mais ce qui ne devient pas possible, c'est l'enjeu que vous y avez mis. C'est pour ça que ça devient très compliqué pour vous de lâcher, parce qu'il y a un enjeu extrêmement puissant à l'œuvre, et sans doute encore assez inconscient pour vous. Donc voilà, je vous en dévoile un pan, et peut-être ce serait bien d'avancer vous, d'aller revisiter ce passé, oui, d'être en toute honnêteté avec vous, sans vous juger. Hein. Il n'y a pas de jugement, mais il y a se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? On fabrique des châteaux en Espagne, on fabrique plein de trucs. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer avec moi-même et pas avec lui? Et rentrez pas, vous immiscez pas. Quand je vous entends beaucoup parler d'elle et d'être très très investi dans le couple, on sent bien que c'est la blessure de la femme trompée qui parle là. On sait bien que vous avez inversé les cartes. C'est lui qui me raconte tout ça sur son couple. Hein. Bon, voilà, oui, mais vous l'écoutez volontiers. Ah oui. Mais oui. C'est curieux quand même. Mais bon. Non, absolument pas. Vous en avez besoin. Non, c'est pas ne jugez pas encore une fois. C'est que pour vous c'est rassurant. C'est extrêmement rassurant tout ce qu'il vous raconte. Tout à fait. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Mais oui. Je suis même très stupéfaite de enfin bon, voilà, de ce que, a priori, il me dit représenter, que je représente pour lui, et ainsi de suite, quoi. Alors bon, allez, là vraiment, c'est important d'aller, je sais pas, écouter le Don Juan de Mozart, liser des pièces, aller voir Casanova. Enfin, voilà, tiens, il y a un film en ce moment avec Vincent Lindon, et là, le Casanova qui prend un râteau, tiens donc. Mais voilà, allez regarder ça, parce que le langage est toujours le même. Et ça fait qu'un mois et demi, vous comprenez, vous connaissez pas. Moi, je veux bien des magnifiques déclarations d'amour, mais il faut qu'on se connaisse un peu, comme ça on sait de quoi on parle. Et pas juste pour les beaux yeux de la dame, parce que ça n'a pas de valeur. N'importe qui, c'est gratuit, hein, n'importe qui peut le dire, ça. Donc attention à vous. Vous savez, il y a l'innocence, c'est très beau l'innocence, il y a la naïveté, c'est plus embêtant. Parce que la naïveté, c'est dangereux. L'innocence, c'est beau, c'est magique, c'est notre âme d'enfant. Si on a envie d'y croire. Mais la naïveté, c'est l'absence de connaissance. C'est ne pas vouloir savoir ce que l'on sait déjà. C'est un peu ça, la naïveté. Or, vous savez tout. Je suis plus là-dedans, j'ai l'impression. Oui, vous savez tout. Absolument pas. Oui. Et je vous lis un dernier message, Laure. Fuyez cet homme qui semble avoir peu de valeur humaine et qui semble profiter de chaque situation en ne pensant qu'à sa petite personne. Comment s'épanouir dans une relation avec l'attente inavouée du départ de l'épouse? Oui, il y a ça qui va planer au-dessus. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses.
Moi, oui, c'est ouais, certain que... moi, je trouve Oui, parce que la chose qu'il dit, il dit, quand elle va avoir fini ses traitements, elle va partir voir sa famille, machin. Donc là, voilà, hop, on fait une valise et on s'en va. Bah, bon, attendez, mais alors vous savez ce qu'écrit Nathalie? Non mais formidable, moi j'aime bien quand toutes les femmes se mobilisent. Et si cette auditrice devenait malade, ce qu'on ne lui souhaite évidemment pas, pense-t-elle qu'il resterait présent? Bah, bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui. Voilà. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'il faut la poser. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît... Voilà, les aides. Je vous laisse y réfléchir, alors, merci vraiment. Hein, merci vraiment. beaucoup, Sophie. Sans vous juger et sans. Voilà, avec franchise. Merci à tous les auditeurs qui ont écrit des messages. Merci. Bonne nuit à vous. Au revoir. La libre antenne sur Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Sophie. Voilà, je vous ai contacté parce que depuis longtemps, j'écoute votre émission jusqu'à 1h du matin. Oui, ça vous fait coucher tard. Oui, ça fait coucher tard d'écouter la libre antenne. Oui, mais on apprend beaucoup de choses sur différents sujets. Bon, c'est vrai que moi, par rapport à la personne qui est passée avant, je suis plutôt la femme trompée. Mais la femme mariée trompée. Je ne suis pas la maîtresse trompée. Ce que la dame, elle pense, puisque elle dit que ce monsieur, il est marié, que sa femme est malade. Donc, la femme trompée, c'est elle. Oui, elle a été trompée précédemment, hein, très jeune. Ah oui. Mais c'est sûr que les femmes trompées, on a du mal après à faire confiance parce que moi, ma vie, en fin de compte, j'ai vécu avec un homme qui m'a trompée des années, que j'ignorais tout à fait cette double vie qu'il avait. Et parce que nous avons créé ensemble... nous étions à Paris et nous avions créé 2 restaurants. Et alors, donc, on était chacun dans notre restaurant. Et c'est vrai que la vie de couple, la vie de famille, bon, elle en a pris c'est difficile de tout gérer. Et je pense que aussi mes enfants, pourquoi ils me reprochent d'avoir divorcé avec mon mari, mon ex-mari, c'est parce qu'ils pensent que je me suis pas assez battue pour le garder. Oula. Et on va en parler. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui se bat pour garder son mari? Ça s'appelle pas, c'est pas un animal, hein. On l'attache pas, voilà. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu affaire à une maîtresse, quand je l'ai connue, qui a tout fait pour avoir mon mari. Mais après, c'est un combat de femmes, Christine. Voilà, donc on se bat pas. Bah oui, alors on n'est plus entre adultes, c'est-à-dire que c'est la cour de récréation. Comme je vous dis, c'est pas un animal, on se bat pas pour savoir qui l'aura. Il y a quelque chose à apprendre à vos enfants, parce que dire vous avez, on disait ça d'ailleurs dans le temps, hein, on disait elle n'a pas su garder son mari, celle-là. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire des hommes, comme si c'était des chiens qui se baladent et puis on l'a pas mis le collier, zut, on n'a pas accroché la laisse, il est parti. C'est pas possible ça. Non, c'est une façon de parler parce que... je sais bien, mais c'est important cette façon de parler. Ça dit tout de l'esprit, que si vos enfants... Vous dites qu'aujourd'hui, vos enfants vous reprochent en fait d'avoir divorcé, mais c'est vous qui êtes partis. Est-ce que vous leur avez expliqué à vos enfants ce qui fait que vous êtes partis et est-ce que vous êtes un peu fiers de vous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose de juste pour vous respecter d'être partis ou pas? C'est-à-dire que mon ex-mari était un peu spécial parce que, en fin de compte, il disait qu'il m'aimait toujours et qu'il aimait cette femme. Alors, il voulait que, à la limite, on vive à 3. Ça arrange. Il voulait pas qu'on divorce, mais il voulait avoir les garder 2. cette maîtresse, voilà.
Et moi, j'ai refusé. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas dans mes convictions. Oui, c'était pas votre valeur. Euh, Ouais. Et ça, vous voilà, l'avez expliqué à vos enfants? Ah oui, bien Ouais. sûr, je leur ai expliqué, mais je sais pas s'ils comprennent, parce que vivre à trois, on entend rarement. Enfin, les gens se cachent, les hommes se cachent avec leur maîtresse, mais vivent pas avec leur femme aussi. Ou ça arrive peut-être, oui, il y a des exceptions. Vous voulez dire qu'il y a des épouses qui savent que leur mari a une maîtresse et ferment un peu les yeux. Disons que c'est un deal, comme disait tout à l'heure, elle prenait ce mot-là. C'est une forme de contrat tacite. Quelquefois dit d'ailleurs, hein, quelquefois au courant, ou quelquefois on fait semblant de ne pas savoir, mais on sait. Oui. Et on ferme les yeux. Parce que ça les arrange. Oui, quelque part. oui, mais c'est pas être jugé, Christine. Ce qui compte là, c'est vous. Et comme vous dites, c'était pas moi, ça me ressemblait pas, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de rentrer dans cette forme de contrat-là. Voilà. Mais vous appelez ce soir parce que vous dites que vos enfants, je crois, vous ignorent et que c'est depuis ce divorce qui date de quand d'ailleurs, ce divorce, il y a combien de temps? Ah ben, en fin de compte, l'histoire a commencé en 2000... en 1995. Et le divorce a été en 2001. D'accord, donc le divorce, il y a très longtemps, j'ai envie de dire maintenant, il y a 18 ans. Ah oui, maintenant, il y a longtemps. Et vos enfants étaient petits? Ils avaient 12 et 14 ans. D'accord. Oui, maintenant, ils sont grands, mais ils ont fait leur famille. Oui. Et je suis fière d'eux parce qu'ils ont eu des belles professions. Enfin, leur père les a aidés parce que ces deux restaurants nous rapportaient quand même un certain train de vie. Un train de vie que... en plus, nous étions dans des endroits très artistiques où il y avait beaucoup de gens du monde du cinéma, du théâtre, des sportifs aussi, puisque moi je tenais le restaurant dans un club de tennis, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient aussi. Et donc c'était vraiment très agréable parce que il y avait une bonne ambiance. On faisait des réceptions. Enfin, j'ai vécu une jolie vingtaine d'années. Oui. Voilà. Oui, j'entends ça. Oui. Et en plus, mon mari, je pensais qu'il m'aimait, j'ai jamais douté, alors que je pense qu'il a eu des maîtresses, parce que l'endroit où on était, il était quand même, c'était un bel homme, il avait un charisme, tout ça, donc il ne devait pas laisser indifférent certaines femmes. Et d'ailleurs, il me l'a dit avant qu'on divorce. Bon, j'ai dit, écoute, c'est bien si tu en as profité. Hein. Je peux pas lui dire, c'est pas bien ou tout ça. Il l'a fait. Hein. Et donc, mes enfants, le problème, c'est que mes enfants vivent avec leur père parce qu'il m'a imposé cette façon de... Il voulait pas que je les garde la semaine et je les avais que les week-ends. Ah d'accord. Parce qu'il voulait s'occuper quoi, des devoirs, de leur éducation? Voilà, il voulait s'occuper de leur occupation, Mais le jugement de divorce a été rendu a été d'accord avec ça, ou vous êtes battu pour faire une garde alternée? Ah oui, la juge a été d'accord parce que il prenait parce que en fin de compte, il gardait les restaurants et il prenait en charge les enfants aussi.
Donc, ça a D'accord. été une bonne chose parce qu'il les a envoyés dans des bonnes écoles. Et D'accord. pour ça, oui. Mais pour Mais- moi, ça a été très, très dur. Ah bah, ça a dû être épouvantable pour vous. Ah Toute bah la oui, semaine, parce que bien sûr. Parce que rentrer dans vous une travailliez maison vide avec votre avec mari, donc vous mon avez mari, dû changer de oui. travail. Vous avez dû Ah aller ben travailler oui, ailleurs. complètement. Oui, bien sûr. Parce Donc votre vie a que complètement je- basculé. C'était très courageux Ah de bah, votre part, finalement, le choix que vous avez fait. C'était très courageux, ben, Christine. Enfin, vous, je- et vous en avez beaucoup pâti de ce courage-là. C'est-à-dire qu'en n'acceptant ben, pas sa proposition, on comprend qu'elle vous aille pas, c'est vous qui vous êtes oui. retrouvée à devoir changer de travail et sans vos enfants la Ah oui, semaine. Donc je dis que vous oui, avez fait oui. un choix courageux qui vous a coûté cher à plusieurs titres, sur plusieurs plans. Oui, Mm. c'est-à-dire nous avions un appartement en commun et j'avais l'usufruit de D'accord, l'appartement. heureusement que vous y étiez. Oui, Ouais, voilà. heureusement, il vous a laissé un Heureusement toit que sur j'avais la une tête. Ouais, compensation ouais. quand même. Et Christine, ce soir, si vous appelez, comme il nous reste que 7 minutes d'émission, Oui, de quoi vous avez oui. besoin là? Qu'est-ce qui compte Non, là pour vous? je Oui, n'arrive pas à comprendre que tant de temps après, oui, mes enfants, bon, déjà, vous voyez, si je dis papa, il était comme ça ou tout ça, ils me disent non. Ou quand je dis mon mari, il me dit c'était plus ton mari, t'étais divorcée alors. Ou tu quand je parle de souvenirs, ils me ferment la bouche tout de suite parce que ils ont l'impression que moi j'ai pas refait ma vie. J'ai eu des aventures, mais il n'y a pas eu de conclusion. J'ai aimé beaucoup un homme après mon mari. Malheureusement, il s'est suicidé. Alors j'ai pas eu de chance. oui, en effet. Mais, Ouais, là. ouais. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, vos difficultés, vous dites, c'est avec vos enfants quand il s'agit de parler Oui. du passé, Voilà, que ça crée des exactement. tensions. Ouais. Oui, oui, oui. Ils me reprennent à chaque fois. Et puis, c'est comme si je devais. Ils veulent pas s'occuper de ma vie. Ils s'occupent de leur vie à eux. Et moi, je suis toujours leur maman. Je les aime et tout. J'aime leur. Il y a une chose, Christine, qui est importante pour vous aussi à comprendre et à prendre de la mesure, c'est que leur quotidien a été plus avec leur père qu'avec vous. Et donc, ils ont tissé un quotidien en plus lié à l'école, lié à des rituels. Oui. Vous les aviez le week-end, c'est un peu un rythme différent. C'était différent, oui. Ouais. Donc, C'est sûr que... ouais. Donc, vous avez, et c'est un peu le drame dans les séparations pour un des deux parents parfois, c'est que les enfants, ils tissent des liens dans le contact et dans le temps. Et c'est dans le quotidien qu'ils tissent ce lien-là. Donc il y a ça d'une part qui joue, et puis comme le dit assez justement Brigitte, les enfants veulent sans doute oublier ce passage de vie, et que c'est compliqué pour eux, après 18 ans, d'entendre leur mère ressasser quelque chose qui sans doute, on comprend que ce soit douloureux pour vous, mais les enfants, ils veulent plus savoir. Ils sont à un âge en plus, voilà, aujourd'hui où ils vont de l'avant. Ils sont dans leur vie, ouais. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que si j'ai le malheur de parler, ils me disent de toute façon, moi je leur dis que ça a été le premier homme de ma vie, mon mari, et que au fond de moi, dans mon cœur, je l'aime toujours. Oui, mais on aime toujours ce qu'on aime. J'ai pas le droit de l'aimer. Ah, alors ça, c'est pas possible. Ça, il va falloir que vous combattiez un peu, Christine. Ils ne peuvent pas vous enlever ce droit-là. Christine, voilà, vous avez là quand même une formidable occasion de vous montrer, parce que je vous sens quand même assez discrète, de vous montrer à vos enfants en tant que femme et mère. C'est-à-dire de dire, écoutez, vous pensez ce que vous voulez, moi j'ai besoin de vous le dire, et vous verrez, vous avez des vies, quand on aime quelqu'un, et qu'on a eu des enfants, on l'aime toute sa vie.
Même si on divorce, même si on s'est dit des choses horribles, même si on se dispute, les amours qu'on a eus, ils restent là. Une personne qu'on a aimée, on l'aime, c'est pour toute la vie. Donc oui, bien sûr, je suis non seulement entièrement d'accord avec vous, Christine. Fait du mal, oui, parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Mais oui. Et c'est important que vous soyez, je l'entends un peu à votre voix, donc je me permets de vous le dire, quelquefois avec la voix, on entend un peu la personnalité de ceux qui nous appellent. Vous avez besoin d'être plus pugnace face à vos enfants. Vos enfants, c'est des jeunes adultes inscrits dans la vie, vous dites ils ont fait des bonnes études, ils réussissent, vous êtes fiers d'eux. Vous ne laissez pas impressionner, Christine, parce que vous avez été une femme courageuse, vous avez quand même tenu la barre, donc c'est pas à eux de venir vous raconter du haut de leur jeunesse ou de leur succès ce que vous devez penser. Voilà. Ce que vous pensez, ce qui vous habite, c'est à vous. Voilà. Alors, peut-être qu'ils veulent pas l'entendre, et ça... Ils veulent pas l'entendre. Mais vous allez leur dire, vous allez dire, écoutez, j'ai compris que vous vouliez pas l'entendre, mais moi, j'avais besoin de vous le dire. Et n'en parlez plus après. Ce qui est important, c'est de ne pas ressasser. Parce que moi, je dis que dans un divorce, il y en a toujours un des deux qui souffre plus que l'autre. Oui. C'est très souvent comme ça. Oui, c'est très souvent comme ça. Parce que qu'on soit deux à vouloir divorcer sur la même... C'est rare, c'est plus rare. C'est très rare. Et il y en a un qui en bave toujours. Oui, et qui vit plus ou moins bien que l'autre. Ou qui parce que pour son histoire de vie, sa personnalité, peu importe ce qu'il est, et c'est évidemment pas à juger, et du coup plus fragilisé, plus vulnérable, et s'en sort moins bien sur le plan psychologique, matériel, de santé. Donc c'est un... Et peut-être que vous, ça reste encore quelque chose de très douloureux, encore aujourd'hui, peut-être, qui est... Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ou très amer. Fort. Ah, c'est très fort. Oui. Parce que j'étais, moi, à Paris, et quand il est décédé à Nice. Et mon fils, un vendredi matin, je m'en souviendrai toujours, il me dit « Maman, prends quelques affaires, papa, ça va pas, il faut aller le voir. » Et en fin de compte, ça faisait 3 semaines qu'il avait un cancer déclaré, et il est parti en 3 semaines, c'était une leucémie foudroyante. Et moi, je suis arrivée, c'est un choc terrible de voir son mari, son ex-mari allongé avec des tubes partout, tout ça, et que je savais même pas qu'il était malade. J'ai même pas pu lui parler une dernière fois. Oui, donc tout s'est remonté. Et ça, c'est récent, Christine? Relativement. C'était en 2006. Christine, je sens qu'il y a encore beaucoup de choses très présentes de ce passé-là. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un ou un psy, mais vous auriez besoin d'aller délivrer tout ça, de lâcher, vraiment, de réparer. Ça vous ferait du bien. Oui. Qu'est-ce que et après, j'ai vous fréquenté des gens qui n'étaient pas très bien. Oui. Alors, raison de plus, il y a un auditeur ou une auditrice veut rentrer en contact avec vous. Je vois son SMS s'afficher. Écoutez, envoyez-nous votre contact qu'on puisse le donner à Christine. Bonne nuit à vous, Christine, et courage à vous. Et merci de nous avoir appelés. Bonne nuit. De m'avoir écouté. Je vous en prie. Bonne nuit, Christine. Au revoir. Merci. Au revoir. Et il est temps de nous quitter. Il est temps pour vous peut-être d'avoir un sommeil maintenant réparateur. En tout cas, je vous le souhaite. Merci à Dominique, merci à Bernard, à Anne, à Laure et à Christine d'être venus parler, s'exprimer, se livrer dans cette libre antenne. Ne pourrai malheureusement pas être avec vous demain soir, donc vous serez avec Sabrina Philippe et on se retrouve bien évidemment lundi à 22h30. Et pour vous endormir en cette première nuit printanière, voici quelques mots de Khalil Gibran. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés.
le matin à la table des anges. Je vous souhaite une très belle nuit. Rendez-vous lundi à 22h30 et je vous laisse en compagnie de Pierre Bellemare et ses dossiers extraordinaires. Il est 1h.